Bienvenue et merci pour cet atelier «Comment faire grandir l'amour de soi». C'est vraiment un plaisir. Ah non, je suis pas au bon truc. Pardon. On va pouvoir recommencer puisque là, j'étais sur les supports. Voilà. Donc on recommence. Vous voyez, ça, c'est l'amour de moi. J'en ris. Je me juge pas en disant: «Oups, j'ai fait une bêtise». Voilà, ça, c'est: «OK, j'ai fait une bêtise» et j'en ris parce que je m'aime assez pour me dire: «Bon, bah, on recommence». Ça vous va? Allez. Comment faire grandir l'amour de soi? Bienvenue et surtout merci d'être là vraiment parce que ma passion est de partager mon savoir et d'aider les autres à en sortir. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous traitions le plan. Donc, actuellement, nous sommes au plan. Je me présenterai, puis ma formation, la Gestalt en général, les limites de l'exercice, qu'est-ce que la définition de l'amour de soi par rapport à moi, puis la petite histoire, votre relation avec votre partenaire, votre type de relation, votre relation à votre mère, le type de mère, les exercices de libération et qu'est-ce qu'apporte la thérapie dans tous ces points-là. Et nous prendrons un moment pour échanger par la suite. Voilà. Donc, qui je suis? Louis Mazurel, je suis Gestalt thérapeute, mon cabinet est à Paris 9e ou sur Zoom et je suis passionné par tout cela depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Je suis thérapeute depuis 1 an et j'ai déjà 8 clients. Heu, Ma passion, en fait, m'a amené à étudier la Gestalt, mais aussi les TCC, l'hypnose et les autres thérapies, mais je ne préfère même pas les citer pour ne pas leur faire de publicité. Voilà. Et si vous voulez qu'on en discute sur ce point, pour quelles sont les autres thérapies, eh bien, on le fera à partir des échanges. Quelle est ma formation? Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller sur le site de l'IFAS, ou son nouveau nom, l'École humaniste de Gestalt. C'est une formation en 3 ans plus 2 ans. Elle se passe en 5 week-ends plus une semaine de séminaire pour chaque année. Et donc, la première année sert à se stabiliser, la deuxième année sert à avoir l'amour de la mère, puis la confiance du père, pour après aller dans l'abondance en quatrième année et toucher le concept de spiritualité en cinquième année. Actuellement, je suis en cinquième année et je pars samedi en séminaire sur la spiritualité. Et vous pouvez ouvrir votre cabinet à partir de la troisième année. Si vous avez besoin de plus de conseils, venez me voir ou allez directement sur le site, tout y est, pour mieux comprendre. Voilà. Donc, qu'est-ce que la Gestalt? En fait, la Gestalt est un terme allemand pour dire le mouvement dans la vie, et la vie a des limites. Donc, en fait, c'est un espace qui sont les actions, parce que vous voyez, par exemple, cet atelier est un espace temporel, un espace visuel, puisque je suis dans ma petite case, et nous allons faire des actions ensemble. Des actions ensemble qui vont nous permettre de revenir en présence de de nous-mêmes pour se poser, mais comment vivons-nous? Et en se posant cette question-là, vont apparaître des émotions positives, négatives, comme la colère ou la joie. Et en fait, il n'y a plus de positif ou de négatif parce que toutes ces émotions, on va les accueillir avec bienveillance. Celles-ci sont des messagères pour nous dire est-ce qu'on est bien installé dans nos vies et que est-ce qu'on est agréablement accueilli nous-mêmes dans nos vies. Donc, c'est ressentir quoi? Et à force d'écouter ces émotions, par derrière, il y a le besoin. Donc les valeurs, le besoin, et on va être petit à petit en conscience de nos besoins pour pouvoir penser pourquoi nous vivons ça, pourquoi nous avons envie de vivre ça et comment nous réaligner à nos besoins, nous réaligner à nos émotions pour nous réaligner à nos actions. Et en fait, en changeant d'attitude dans nos besoins, nos émotions et nos actions, on va changer notre vie, on va changer nos habitudes de vie à nous et nos habitudes de vie aux autres. Et donc, les autres, en fait, seront, entre guillemets, obligés de changer parce que si, comme des danseurs, si vous changez de rythme, eh bien,
Seuls ceux qui auront envie de suivre votre nouveau rythme vous suivront. Les autres, eh bien, vous les remercierez en disant bah, merci d'avoir passé ce temps-là avec moi dans ma vie. Mais moi, mon objectif, c'est de changer de rythme, de changer de posture, d'être aligné avec moi-même. Donc, si toi, cette nouvelle attitude, posture, nouvelle démarche par rapport à moi-même ne te convient pas, eh bien, bonne journée, au revoir. Et vous verrez qu'en fait, ces gens-là se détacheront tout naturellement de vous. Et il y aura un moment de latence où il y aura un peu de vide, mais ce vide-là servira, en fait, c'est un espace où de nouvelles personnes apparaîtront. Voilà. Je vais vous expliquer plus concrètement avec la petite histoire qui va bientôt suivre. Donc, peut-être que pour certains, vous êtes déjà en thérapie, comme Wendy, ou d'autres ont déjà fait des exercices. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de vous remettre dans l'attitude de l'élève, de l'attitude de c'était comme si c'était la première fois pour moi que j'entendais cela, parce qu'en fait, vous n'êtes pas la même personne qu'à votre dernière séance de thérapie ou à votre dernier exercice de développement personnel. Et je vais vous dire des choses, peut-être que vous avez déjà entendues, mais je vais vous les dire à ma manière, avec mon émotion, avec mes valeurs, et peut-être que ça va vous faire réagir à l'intérieur de vous d'une autre manière. C'est normal parce que vous n'êtes plus la même personne qu'hier, qui a un mois, qui a un an, qui a 3 ans. Voilà. Donc, essayons comme si c'était une page blanche une première fois. Et tous les supports sont sur votre boîte mail et il suffit d'aller sur le Drive pour les télécharger. Alors, quel est l'amour de soi par rapport à ma définition à moi? En fait, l'amour de soi, c'est je m'aime, tout simplement. Oui, d'accord, vous me direz, facile de dire je m'aime. En fait, c'est je sais que j'ai des défauts et que je fais des erreurs. Je vois aussi toutes mes qualités et toutes mes réussites et quoi qu'il arrive, je m'aime. Et en fait, cette proportion, vous voyez, j'ai mis 1/5, 4/5, c'est que je vois mes défauts et je fais des erreurs. OK, c'est 1/5 du temps. Et une bonne personne qui a un bon amour de lui-même, eh bien, normalement, 4/5 du temps, il se dit, OK, c'est pas grave, je sais que j'ai des défauts, je sais que j'ai des erreurs, mais j'aime mes défauts et mes erreurs me permettent d'apprendre et surtout, je connais mes qualités et je vois toutes mes réussites. Vous voyez, par exemple, le cas concret, c'était, j'étais parti sur un mauvais bout de la présentation. Eh bien, je me suis excusé, je suis revenu sur la bonne présentation et j'ai fait une erreur? Oui, et alors? Mais en même temps, ça m'a fait rire, ça n'a pas attaqué mon amour de moi. Et donc, un bon amour de moi bien installé, c'est 4/5 du temps se dire: «Je m'aime, je suis une belle personne, je connais mes qualités, je sais ce que je veux faire, sais où je veux aller et j'en suis fier» et quand je trébuche, quand je fais quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce que j'attendais de moi ou ce qu'attendaient les autres, eh bien, je l'entends, je l'accepte, je l'accueille parce que quoi qu'il arrive, je m'aime. Voilà. Bon, ça paraît, waouh, hyper idéaliste. On est d'accord et en même temps, ça se travaille au quotidien et c'est ce qu'on va faire ce soir. Est-ce que vous avez des questions, des demandes ou des réflexions par rapport à mon petit message d'introduction sur cette définition? Non. Bon, très bien, je vais avancer. Si vous avez des nouvelles questions, n'hésitez pas à me mettre dans la partie conversée. La petite histoire. En fait, j'ai un client, on va l'appeler Paul. Eh bien, à chaque fois, pendant une année, il arrivait et il disait: «Ah, c'est fou, je choisis toujours des filles compliquées». Et en fait, c'était étonnant, mais pendant un an, il est sorti avec 4 filles différentes et ces 4 filles, elles avaient quoi? Elles avaient un père qui ne les avait pas soutenues, qui disait: «Non, j'aurais préféré avoir un garçon. Non, tu sais, tu es une fille, tu devrais te marier». Et en fait, c'était impressionnant parce que toutes ces filles avaient fait énormément d'études, elles avaient des bac+5, elles étaient chercheurs en cancérologie, elles avaient fait des maîtrises. Eh bien, Paul était attiré par ce genre de filles, par leur intelligence, mais émotionnellement, ce genre de filles
eh bien, elles avaient un relationnel difficile avec l'homme puisque le père ne les avait pas accueillies en tant que femme, en tant que fille, en tant que belle personne qui méritait de la confiance et de l'amour. Et en fait, ces femmes-là, eh bien, avaient une relation un peu de rejet difficile dès que ils ne faisaient pas ce qu'il fallait par rapport à ce qu'elles attendaient, elles. Mais c'est bien sûr pas facile d'être parfaitement aligné. Et en fait, lui, eh bien, il rencontrait ces femmes-là parce que il recherchait un rejet. Ce rejet, c'était le rejet qu'il avait vécu avec sa mère. Le rejet de non, je ne veux pas de tes émotions, qu'il entendait de sa mère dans son attitude, dans ses actions ou dans ses paroles. Et donc, en fait, adulte, Paul allait chercher des femmes intelligentes, parce qu'il était intelligent aussi, mais qui lui créaient régulièrement un effet je suis attiré par toi, mais en même temps, je te rejette. Et donc, il y avait ce côté épuisant pour lui, parce qu'il revivait, il voulait donner de l'amour, il faisait plein de choses, et en même temps, régulièrement, il sentait du rejet. Quand il a pris conscience de ce lien qu'il y avait entre ses filles et le système qui a été installé avec sa mère, eh bien, il l'a lâché et il a pu rencontrer des belles personnes qui euh, lui faisaient vivre autre chose. Et ça, peut-être que Cathy, c'est une histoire qui te parlerait, parce que quand tu dis « j'aurais aimé savoir comment arriver à partager mon amour aux autres », sachant que je suis de nature très méfiante, eh bien peut-être que ce côté très méfiant, cette boussole de la méfiance t'emmène à rencontrer des gens qui mettent en cause ton amour, ou qui font que tu restes méfiante de cet amour. Donc, on va faire l'atelier, puis tu vas voir ce qui va t'apparaître. Et donc, vraiment, dans mes relations aujourd'hui, qu'est-ce que je rejoue de mon passé? Vous voyez, Paul, c'était sa mère qui lui disait non, mais Paul, c'est très bien ce que tu fais, tu es un garçon intelligent, mais avec tes émotions, là, je ne sais pas quoi faire. Non, mais arrête de pleurer, arrête d'attendre d'un bisou, arrête de m'ouvrir les bras. Moi, je n'ai pas que ça à faire. Fais ce que tu as à faire, fais ce que je te demande. Et donc, en fait, Paul, en tant qu'enfant, eh bien, il rencontrait des partenaires où il faisait tout ce que demandait la partenaire, mais quand il demandait de l'émotion et de l'amour, eh bien, la partenaire le rejetait. Eh bien, en fait, c'était ce mécanisme entre sa mère et son partenaire que lui-même, n'ayant pas conscience, rejouait jusqu'à ce que la thérapie lui pointe le doigt là-dessus. Et il a pu s'en libérer. Donc, la méthode, c'est nous allons du présent vers le passé pour voir les habitudes que nous avons, le côté un peu pavlovien, le côté répétition, le côté inconscient qui s'est mis en place entre nous et les autres. Et puis après, nous irons voir si celui-ci est similaire au passé pour nous en libérer. Donc, nous allons commencer la relation à votre partenaire. Donc, le partenaire, ça peut être, c'est votre partenaire de vie. Si vous n'en avez pas, prenez le dernier ou celui qui a été le plus douloureux comme exemple, pour voir ce qui s'est passé. Et ce que je vous propose, c'est de prendre le dernier conflit que vous avez eu avec lui, la dernière situation où c'était compliqué avec cette personne-là. Et donc, on va le faire en étapes. Donc, la première étape, ça va être de se poser les trois comment. Comment j'étais avant la situation, comment cela s'est passé pendant la situation et qu'est-ce que j'ai fait après, comment j'ai fait cela après. C'est vraiment les actions, par exemple, je lui ai envoyé 5 messages avant qu'on se voit. Quand j'étais arrivé une demi-heure en avance, lui est arrivé une demi-heure en retard par rapport à l'heure fixée. Et après, qu'est-ce que j'ai fait?
Où est-ce que je suis allé? Qu'est-ce que je me suis dit? Comment je me suis parlé? Donc, je vous propose de prendre 5 minutes. On se retrouve à 20h06 et poser tous les éléments, toute l'histoire, comme si vous aviez une caméra de surveillance qui regardait la situation, comme si vous étiez un policier qui était sur une scène de crime, comme si vous étiez... Et le policier, il dit, voilà ce qui s'est passé, Paul est arrivé, il avait un cadeau pour la jeune fille, celle-ci est arrivée avec un quart d'heure de retard. Quand il lui a donné le cadeau, la personne lui a dit merci, il a voulu lui donner un bisou, elle lui a dit attends, 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 c'est gentil ton cadeau, mais là je suis fatigué, et Paul est parti très déçu, et en se demandant s'il l'aimait ou pas, ou si elle l'aimait ou pas. Voilà. Donc, je vous laisse écrire tout ce qui s'est passé. Et je me tais pour que vous puissiez mieux vous concentrer sur vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la partie conversation.
Alors, Florence, comment approcher l'exercice si aucune situation ne se présente de façon suffisamment précise? Eh bien, note qui te vient. Euh, Vois si quelque chose de particulier ou de... après, la question, c'est pourquoi tu bloquerais? Qu'est-ce qui fait que tu trouves qu'aucune situation n'est assez précise? J'entends peut-être qu'il y a du jugement ou euh, de, de l'exigence de qu'est-ce que c'est que être précis, parfaite. L'idée, c'est juste de poser des mots, d'essayer. Donc, je te propose d'essayer avec une situation ou d'amalgamer plusieurs situations pour voir ce que ça donne. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. L'idée, c'est juste d'essayer pour voir ce qui apparaît. Donc, merci pour ta question, ce qui permet de soulever, tu vois, aussi la question euh, de, euh, de la perfection, de l'exigence, de savoir, de la peur de l'échec aussi, de la peur de mal faire qu'il y a derrière tout exercice. Voilà. Donc maintenant que quand vous relisez cette histoire, eh bien, je vous propose de choisir une émotion, voire une sous-émotion. Par exemple, est-ce que ça vous a créé de la peur ou de la tristesse, de la joie, de la colère? Mais derrière, quel était le mouvement qui se mettait? Et ce que je vous propose surtout, c'est de découvrir les BD de Art Mela sur son site Conscience Quantique, parce que c'est la boussole des émotions qu'elle a développée avec Isa Padozinov, si je dis pas de bêtises, et il propose vraiment une belle démarche construite et constructive sur les émotions. Surtout le deuxième tome avec la communication non violente. Et le premier tome est aussi parfait. Alors, pendant que les autres, vous choisissez votre émotion, voire la sous-émotion, je regarde avec Julien. Quand on évite les conflits, peut-on prendre une situation d'évitement qui a généré des émotions néanmoins? Ou prendre un exemple plus lointain dans le passé de conflits avec d'autres partenaires? Tout à fait. En fait, c'est que la question, tu vois, là, tu me proposes deux situations. Et ma question qui me vient en tant que thérapeute, ça serait de te dire, est-ce que maintenant cette situation d'évitement est devenue une habitude parce que dans le lointain, tu as vécu beaucoup de conflits avec d'autres partenaires qui fait qu'aujourd'hui, tu as pris cette nouvelle habitude d'éviter le conflit. Et comment tu évites le conflit? Quel est ton système pour éviter le conflit? Voilà. Bien sûr, enfin, ce que je t'ai posé, c'est juste un regard sur 5 lignes, hein. Donc, ce que je dis n'est pas vérité. Ce que je dis n'est que possibilité. Comme tu dis, Julia, oui, c'est possible, mais ce n'est peut-être pas ça. Il n'y a que toi qui sais ce que tu as ressenti, ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu fais avec toi et qu'est-ce que tu fais avec les autres. Voilà. Donc maintenant, on va aller vers le besoin. Eh bien, justement, Julien, merci de confirmer ça. Je ne cherche pas à avoir raison et je me renferme un peu en passant à autre chose. Eh bien, en fait, tu vois que petit à petit, en fait, tu étouffes tes émotions, tu étouffes tes besoins et tu étouffes le lien que tu pourrais créer ou améliorer par rapport à cette situation conflictuelle. Et en fait, petit à petit, ce que je lis dans ton message, c'est que tu es en train d'éteindre qui est ton vrai toi, qui est tes vraies émotions, euh, qui est ta vraie personnalité. Qu'est-ce que tu veux mettre en place entre toi-même et les autres et entre toi-même et toi-même. Voilà. Donc, je trouve que cet atelier va être pour toi le bon moment de revenir à toi et de t'écouter et pour pouvoir aller vers les autres. Mais d'abord, le plus important, c'est toi. Qu'est-ce que tu recherches? Comment tu le recherches? Comment tu t'écoutes? Ici, on est vraiment dans un exercice d'auto-empathie. Aller vers l'autre demande beaucoup plus de complexité puisque
Il y a aussi l'autre avec ses émotions, avec ses besoins, avec son histoire, avec son regard sur la réalité. Voilà, donc je vous propose de regarder en fait derrière ces émotions, quel était le besoin, voire le sous-besoin que vous aviez envie de mettre dans votre quotidien, qui est en fait cette colère ou cet ennui ou cette tristesse ou cet étouffement, quel était le besoin caché derrière. Alors, merci Julia pour ton retour. Oui, merci. En effet, je pense que le conflit génère la peur du rejet et peut-être aussi que je pense que si je m'exprime entièrement, je serai plus aimé. Donc oui, je crois que cet atelier est pour moi. Et vraiment, je vous propose et je te conseille d'acheter toutes les BD de Artmela car elles sont pleines d'enseignements pratiques, simples, clairement expliqués en BD et ça vous permettra tous d'avancer. Et donc, en fait, quand vous avez rempli tout ça, quelle est la phrase croyance qui vous vient spontanément en tête? Par exemple, il y a quelqu'un qui pourrait dire: «Je suis nul, donc je préfère me taire» ou «Putain, je suis tellement en colère que j'aurais envie de lui casser la figure» ou «Ah là là, celui-là, c'est encore de sa faute» ou «Les autres sont méchants, ils m'ont pas écouté» ou «Ah, encore un qui m'a trompé» ou encore un qui sait pas m'écouter ou encore un où j'en ai marre, je fais toujours la police, mais personne n'écoute vraiment ce que je veux faire. Donc, quand vous relisez toute cette situation, qu'est-ce qui vous vient spontanément comme phrase? Vraiment la première. Et cette phrase, vraiment, gardez-la de côté, parce que souvent, en fait, c'est une croyance introjectée par la vie, par la famille, par les histoires du passé. Comme Julia qui, petit à petit, après, je préfère me taire pour pouvoir être accepté plutôt que d'exprimer mes émotions et mes besoins. Comme ça, je suis sûr de ne pas être rejeté parce que j'ai peur du rejet. Ça, c'est une croyance qui s'est petit à petit, petit à petit installée due aux expériences vécues dans le passé qui ont créé ça. Donc, quel type de partenaire, maintenant que on a bien vu cette croyance, qu'on a bien vu le mécanisme, les émotions, quel type de partenaire êtes-vous? Donc, le partenaire sécure. En fait, il y a 7 types de partenaires. Le premier, c'est le sécure. En fait, c'est à peu près 2 tiers de la population. Un partenaire sécure, c'est une personne qui s'aime assez 4/5 du temps et 1/5 du temps, eh bien, qui assume de se remettre en cause et d'avoir un peu peur, d'avoir des doutes et ce qui lui permettent d'évoluer et de vouloir se dépasser. C'est une personne, en fait, qui, dans une situation, par exemple, si son partenaire est en retard, eh bien, il va penser tranquillement: «Tiens, il est en retard, tout va bien, je sais qu'il m'aime, je sais que je m'aime, je sais que je l'aime et donc je n'ai pas à m'inquiéter. Il s'est peut-être passé quelque chose, je vais attendre pour avoir de ses nouvelles. Je commencerai à m'inquiéter, on va dire, au bout de 30 minutes. Je l'appellerai. Je sais que ce n'est pas son habitude, on se respecte, on s'aime, donc je suis sécure et euh, il est au contact de ses émotions, de ses besoins. Et s'il a besoin d'agir, il agira vers son partenaire. S'il n'a pas besoin d'agir, eh bien, il va continuer sa vie et jusqu'au moment, au bout d'une demi-heure, il se dira: «Bon, bah, j'ai toujours pas d'informations, je vais quand même l'appeler». L'anxieux, en fait, c'est une personne sécure qui a un peu d'anxiété.
Ça veut dire qu'il est la plupart du temps, il s'aime. C'est juste qu'il y a des moments où il est un peu plus, anxieux heu et il va rester un peu dans cette anxiété, mais il sait aussi revenir dans la sécurité. C'est-à-dire que c'est une personne, si son partenaire est en retard, eh bien, il va attendre un quart d'heure et il va se dire: «Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vais attendre un petit peu», mais au bout d'un moment, au bout de 15 minutes, il va, se dire: «Tiens, là, c'est vraiment inquiétant, je dois l'appeler», et quand il aura un contact avec son partenaire, heu, eh bien, il l'appellera, il lui demandera des nouvelles, il voudra savoir tous les détails pour être sûr que tout va bien, pour se rassurer lui-même. L'anxieux indépendant, en fait, c'est une personne, qui, lui, si son partenaire est 5 minutes en retard, il va avoir besoin de l'appeler, il va besoin d'être rassuré, il va besoin d'aller tout de suite au contact parce que justement, s'il n'est pas lié à la personne, eh bien, il se sent perdu, il se sent abandonné et voire même en attendant qu'elle arrive, cette personne-là ne saura pas quoi faire et donc elle se posera dans le canapé, elle sera désœuvrée et attendra que le temps passe. Tant que son partenaire ne sera pas rentré, elle ne pourra pas agir. Alors, l'anxieux ambivalent, c'est une personne qui a envie d'être avec l'autre, mais quand l'autre est là, eh bien, il lui dit: «Non, non, j'ai pas besoin de toi». Et donc, c'est une personne qui a du chaud et du froid. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis des couleurs chaudes de l'amour, du désir, du besoin du lien. Et là, on va petit à petit vers les personnes qui sont de plus en plus froides, qui refusent de plus en plus le lien. Et donc, les anxieux ambivalents, c'est une personne qui a envie d'être au contact de l'autre, mais quand l'autre est là, il va dire: «Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es encore en retard». En fait, par son attitude agressive ou sa reproche, eh bien, il va, heu, montrer qu'il veut du lien, mais il va le montrer en rejetant la personne. Et donc, c'est une personne qui est assez compliquée parce qu'il y a des moments, où elle a envie du lien et il y a des moments où elle va rejeter ce lien et donc c'est très lent, heu avec elle, de créer un vrai lien de confiance parce que cette ambivalence va régulièrement attaquer, son amour d'elle-même et le lien de l'amour avec l'autre personne. Et il va falloir prendre beaucoup de temps pour la rassurer parce qu'il y aura toujours ces 2 émotions qui vont, petit à petit re passer et revenir chez elle. C'est des partenaires assez fatigants et et ils vont bien avec d'autres ambivalents. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait le même rythme de rejet et d'attraction. Les anxieux évitants, c'est des gens qui, n'arrivent pas à accepter l'amour, les attentions d'amour, qui ont besoin du lien, mais un peu loin. Un peu: «Je sais que tu es là mon chéri et ça me suffit amplement. J'ai du mal à être ils ont du mal à être au contact physique, ils ont du mal à être, heu, à accueillir les gestes d'amour, les gestes, de plaisir et à les montrer à l'autre. Donc c'est des personnes, en fait, qui sont un peu froides face aux autres. Ils ont envie d'aller être au contact des autres, mais en fait, ils se sont coupés de cette envie, ils se sont coupés du lien émotionnel aux autres. Alors, les anxieux schizoïdes, ils sont pas là ce soir, on va passer rapidement. Ce sont les gens qui sont malades, qui se disent que tous les autres sont toujours dangereux, mais au niveau maladif. Un évitant pense que les autres peuvent être compliqués. Un schizoïde, c'est beaucoup plus dans la maladie, c'est, dans la peur, dans la protection, dans la sécurisation. Et les anxieux désorganisés, en fait, c'est des personnes, si vous en fait, ils savent pas comment gérer les émotions et donc des fois, on va leur crier dessus
ils vont rire, des fois, ils vont hurler, des fois, on va leur dire « je t'aime », ils vont hurler en disant « mais tu m'ennuies avec tes émotions » ou des fois, ils vont être très amoureux. En fait, ils ne savent pas quelle est la bonne émotion donnée en fonction de la bonne relation, enfin de la bonne action que leur fait leur partenaire. Et ça peut être, c'est très compliqué avec eux parce que il faut tout reprogrammer, tout repositionner, tout reclassifier chez eux. Les autres, c'est soit calmer un peu la dépendance, donc ce désir du lien, les apaiser, les sécuriser et les évitants, c'est justement faire augmenter ce désir d'amour, de lien à l'autre. Les désorganisés, c'est tout repositionner, tout recréer une échelle de valeur et tout et face à cette échelle de la valeur, reprogrammer des bonnes actions et des bonnes envies. Donc, face à ces définitions très succinctes, eh bien, quel partenaire êtes-vous? Et peut-être, quel partenaire avez-vous? Ce que je vous propose, c'est que vous choisissiez, vous cochez pour vous, puis après vous cochez votre partenaire, et je vais vous expliquer quels sont les bons partenaires entre guillemets. Alors les sécures, vont avec des sécures, c'est génial parce que ce sont 2 personnes qui sont droites, qui sont alignées avec elles-mêmes, qui sont confiantes et elles peuvent, en fait, elles sont chacune sur leur chemin et elles ont le plaisir de rentrer au contact à l'autre et de revenir et de s'écarter pour aller dans la vie, dans leur travail, voir leurs amis et de revenir au contact de leur partenaire et de vivre ce moment-là avec le partenaire. Pour les anxieux, un sécure et un anxieux, ça peut aller parce que l'anxieux va prendre pied sur le sécure et va pouvoir se redresser et devenir plus sécure. L'anxieux dépendant, eh bien lui, comme il va vouloir toujours être collé au sécure, le sécure peut parfois avoir des envies de s'écarter. Et l'anxieux ambivalent, bah, le sécure va avoir un peu de mal parce que des fois, il va être associé, des fois, il va se sentir rejeté. L'anxieux évitant, bah, le sécure va venir vers lui, mais il ne va pas trouver l'émotion. Pour le désorganiser, bah, ça va être compliqué. Donc, un anxieux peut aller avec un sécure parce qu'il va se sentir, il va pouvoir petit à petit se sécuriser et apaiser cette anxiété. Un anxieux avec un anxieux dépendant, ça peut marcher parce qu'ils ont tous les deux besoin de l'autre et le dépendant va donner beaucoup à l'anxieux et ils vont bien se soutenir. Pour l'anxieux ambivalent, l'anxieux va avoir des moments de stress parce que l'ambivalent, parfois, va quitter la relation et l'anxieux va peut-être se casser un peu la gueule. Avec les évitants, eh ben, l'anxieux ça va appuyer sur son anxiété parce que l'évitant va pas lui donner assez de retour pour travailler son anxiété. Pour les anxieux désorganisés, eh bien là, l'anxiété va peut-être encore grandir. Les anxieux dépendants, bah, ils vont peut-être être moins anxieux grâce au sécure. Avec l'anxieux, ils vont peut-être travailler ensemble à s'améliorer. Sur l'ambivalent, eh bien, ça va être compliqué pour lui parce qu'il va avoir beaucoup trop de demandes et l'ambivalent va lui en donner que 50% et donc ça va être très douloureux. Un anxieux dépendant avec un évitant, c'est épuisant pour l'évitant parce qu'il rejette toujours le dépendant et le dépendant, en fait, se sent toujours rejeté. Donc, c'est des relations qui vont être assez courtes. Non, mais tu me donnes jamais assez, tu n'es jamais là, mais toi, tu m'en demandes trop. Vous voyez, ça, c'est des phrases d'un dépendant avec un évitant. Et les désorganisés, ben, le dépendant va beaucoup souffrir parce qu'il il va vouloir beaucoup donner et il va avoir des réponses qui vont partir dans tous les sens. L'anxieux ambivalent, bah, il peut aller avec les 3 premiers qui vont permettre de lui donner beaucoup, mais ça va être quand même un peu compliqué. Les anxieux ambivalents, avec un anxieux ambivalent,
quand ils vont avoir des besoins de se connecter. En fait, la question, c'est est-ce que les deux ambivalents vont avoir au même moment envie d'être en contact ou au même moment envie de se repousser. Et comme ça, en fait, ça va faire un joli pas de danse d'aller et retour. Mais si tout d'un coup, il y a un ambivalent qui a envie d'être au contact et l'autre qui a envie d'être évitant, et puis tout d'un coup, vous voyez, ils n'arriveront jamais à être sur le même rythme et donc ça va être très douloureux pour eux. Et puis les anxieux désorganisés, ça va être compliqué. Les anxieux évitants, en fait, ils vont plutôt être seuls et dire: «Non mais moi l'amour, j'en ai pas besoin, ça me suffit, seul avec moi-même, je suis content». Mais s'ils vont vers les autres, c'est mieux, c'est un peu l'inverse. Les anxieux désorganisés, voilà, il faudrait peut-être une thérapie parce qu'ils risquent d'abîmer ou de s'abîmer face aux autres et pourtant ils ont envie. Est-ce que vous avez trouvé étiez-vous, qui êtes-vous aujourd'hui dans les relations et avec quel partenaire vous étiez ou vous êtes aujourd'hui? Est-ce que j'ai été assez clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des demandes? Prenez le temps, hein, on n'est pas pressé. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voulez que j'avance? Ou est-ce que vous voulez qu'on vienne sur un point spécifique? Alors, oui, merci Cathy pour tes questions. Je ne sais pas trop si je suis anxieux dépendant ou ambivalent. En fait, parfois, on évolue dans la vie et donc parfois on est ambivalent, parfois on est dépendant et ça dépend aussi du partenaire en face. Parce qu'un dépendant face à un partenaire ambivalent peut devenir ambivalent parce qu'il va s'adapter à lui. Donc, l'idée, ce n'est pas de se coller une étiquette à vie. C'est juste de dire, tiens, en ce moment, j'ai cette relation aux autres qui est plutôt dépendant ou plutôt ambivalent. Et il y a aussi peut-être des facteurs de fatigue, des facteurs de travail, des facteurs de pression sociale, des facteurs avec les enfants qui font que on est peut-être indépendant, mais on n'a pas assez de temps et comme on est fatigué, eh ben, on a besoin de revenir à soi, donc on a l'impression d'être ambivalent. Donc moi, ce que je vous propose, c'est juste que vous cochiez les 2 lignes et puis que vous regardez dans les prochains jours ce qui vous apparaît le plus. Qu'est-ce qui vous permet de dire: «Tiens, là, en ce moment, j'ai l'impression d'être plus dépendant» ou «En ce moment, j'ai l'impression d'être ambivalent». Mais c'est pas de l'objectif n'est pas du tout de se stigmatiser ou de dire: «Toi, en partenaire, toi, tu es un dépendant et tu es un ambivalent, bouh, cracra, boudin, tu m'en demandes trop parce que tu es indépendant». Non, l'idée, c'est juste prendre conscience. «Ah bon, je suis comme ça, eh bien lui, j'ai l'impression qu'il est comme ça». Puis en plus, c'est notre regard sur lui. Et lui, peut-être qu'il ne se croit pas du tout dépendant ou il ne se voit pas du tout dépendant ou pas du tout, évitant. Donc, c'est juste se dire: «Tiens, en ce moment, j'ai l'impression, je pense que je vis cette relation comme cela et qu'est-ce que j'aurais envie de vivre dans le futur et qu'est-ce que je pourrais faire évoluer ma relation par rapport à ça?» Donc, c'est plus à ça, comme ça qu'il faut regarder cette liste. Est-ce que Cathy, j'ai répondu à ta question? Super, génial. Vraiment, mettre des gens dans des petites cases, c'est les enfermer dans une prison. Ne vous mettez pas dans une prison et ne mettez pas l'autre dans une prison. C'est juste, tiens, aujourd'hui, j'ai l'impression, je ressens que, je crois que ça se passe comme ça et c'est très bien.
et grâce à cette prise de conscience, qu'est-ce que je vais en faire? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que je vais en faire? Où est-ce que je vais aller grâce à cette prise de conscience d'aujourd'hui? Donc maintenant, nous allons voir la relation à votre mère. Qu'est-ce qui se passait de manière un peu répétitive, enfant, avec votre mère? Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre une situation un peu symbolique qui vous vient en tête et avec votre mère. Le père, c'est un autre sujet qui est la confiance en soi, un peu symbolique, dualité, mère-amour, mais elle peut apporter de la confiance, et père, confiance, sécurité, et en même temps, il peut apporter un peu d'amour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passait régulièrement avec votre mère? Est-ce que vous pourriez prendre une situation qui est pour vous symbolique de ce qui se passait avec votre mère? Alors, si on n'a pas de partenaire, on n'a jamais été en relation avec un homme, comment savoir qui on est vraiment et dans quel cas se mettre? Eh bien, tout dépend de ton âge, tout dépend de ce qui s'est passé. Heu, est-ce que et peut-être que, soit l'étiquette «évitant» te pourrait te correspondre. Le côté, bah, non, non, l'amour, c'est pas pour moi, non, les émotions, c'est dangereux, non, je n'ai pas envie d'essayer, ma vie va très bien comme ça, je me suffis à moi-même, ou sinon, ça c'est l'étiquette un peu évitant, ou sinon là, ça serait d'aller voir quelle est la relation à l'homme, qu'est-ce qui fait que, est-ce que ça te va d'être avec un homme, de ne pas ou pas? L'idée n'est pas de stigmatiser, l'idée est de dire: est-ce que c'est une situation choisie entre toi et un partenaire masculin ou est-ce que c'est une situation subie? Si c'est une situation subie, acceptée en pleine conscience, eh bien c'est parfait. Si c'est subi, eh bien là, c'est aller voir pourquoi. Alors, Françoise me pose la question: «À quelle époque ma relation à ma mère, elle est décédée depuis 2013?» Alors ce que je vous propose, c'est la relation entre l'âge de 3 ans et l'âge de 12 ans. C'est les moments enfin entre 0 et 12 ans. C'est le moment où l'amour de soi s'installe. Après si, il y a des personnes orphelines, eh bien, on leur demande de chercher une figure maternelle, c'est-à-dire une femme ou un homme qui leur a apporté de l'amour. Alors, est-ce que D, j'ai répondu à tes questions et est-ce que Françoise, j'ai répondu aussi à tes questions? Alors Françoise, quand tu dis aucun souvenir, j'ai fait un blackout quasi total sur cette période de ma vie. Eh bien, heu j'accueille cela avec beaucoup d'empathie parce que je comprends que si tu as dû faire un blackout, c'est que ce fut terrible et donc ce que je te le mieux, c'est d'aller voir en thérapie, pour prendre le temps d'ouvrir doucement cette période qui a été enfermée sans doute très profondément, à l'intérieur de toi. Tant mieux, D, si j'ai répondu à ta question. Julia, les situations qui viennent spontanément sont les traumatisantes car elles ont marqué. Cela ne biaise-t-il pas la réflexion? Oui et non. Alors, oui, bien sûr, puisque ce n'est pas ta mère, mais en fait, là, nous sommes ici pas pour regarder l'image globale de ta mère, nous sommes là pour traiter petit à petit chacun des mécanismes justement qui se sont mis en place dû à ces situations traumatisantes. Euh, donc, c'est plus ça qui nous intéresse, se dire que ta mère a fait des trucs bien, des trucs pas bien, et que en fait, elle est plus complexe que ça. On est d'accord avec toi, Julia, parce que ta mère était aussi une femme, une fille, une enfant.
Mais là, le sujet, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé toi avec elle, revenir à toi. Elle, si elle a besoin d'un thérapeute, elle ira voir son thérapeute. Là, le sujet, c'est toi avec toi-même, de dire cette situation avec ma mère était traumatisante, voilà comment ça s'est passé, voilà ce que j'ai subi, voilà comment euh, c'était ça. Et par exemple, bah, pour l'histoire de Paul, eh bien, à un moment, il m'a raconté une histoire qui peut paraître pas traumatisante, vous en jugerez par vous-même, mais pour lui, qui l'a marqué profondément, il avait 13-14 ans, il est arrivé, il était triste parce que il avait encore raté quelque chose, c'était compliqué, et il est arrivé face à sa mère en disant: «Maman, je suis triste parce que j'ai raté ça», et sa mère lui a dit: «Paul, tu sais pas ce qu'est être triste, tu n'as pas perdu ton frère». Et en fait, son petit problème face à la mort du frère de sa mère, tout d'un coup, son émotion de tristesse a été écrasée par le poids de cette mort, écrasée par ce rejet de cette mort. Et donc, en fait, le discours de sa mère a étouffé toute émotion de tristesse. Il se disait, mais je ne peux pas assumer d'être triste puisque je ne sais pas ce que c'est que la mort d'un frère. Pour moi, ma tristesse, c'est ridicule par rapport à cette mort de cet oncle que je n'ai pas connu, que je ne sais pas qui c'est. Et en fait, donc en fait, il, cette phrase de sa mère, qui a peut-être été lancée un peu spontanément, eh bien, l'a marqué tellement profondément qu'il se refusait à être triste. Parce qu'à chaque fois, toutes ces tristesses, il les comparait à peut-être la tristesse qu'avait vécue sa mère lors de la mort de son frère. Vous voyez comment c'était juste une phrase dite comme ça, au milieu du salon. euh, et en fait, à partir de ce jour-là, il a fermé toutes ses émotions de tristesse. Est-ce que Julia, cette histoire t'a parlé ou te permet de voir que parfois une phrase peut être traumatisante, même s'il n'y a pas eu des coups, même s'il n'y a pas eu de violence? Et peut-être qu'elle était dite de manière anodine, mais pour Paul, bah, c'était une bombe atomique qui a explosé toutes ses émotions de tristesse. Donc, vous voyez, en fait, Paul, bah là, il s'est senti triste, mais surtout, il s'est senti impuissant, démuni face à ça l'a enfermé et ça l'a prostré face à ça. Vous, quelle est l'émotion que vous avez choisie, que vous choisiriez, voire quelle sous-émotion vous viviez, vous avez vécu à ce moment-là? Il s'est enfermé en lui-même. Il était glacé de peur de sentir de la... Donc, on va avancer un peu plus loin. Et maintenant, quel est le besoin et le sous-besoin? Eh bien, vous voyez, Paul, là-dedans, c'était relation. Il voulait être, et son vrai besoin pour sa mère, il voulait être accueilli. Il voulait sentir, il voulait de l'attention, il voulait de la connexion à sa mère. Et vous, dans cette situation-là, quel était votre besoin? Et en fait, quelle est la phrase
que votre mère vous a dites, que vous avez l'impression qu'elle vous a dit régulièrement? Louis, là, qu'est-ce qui vous venait spontanément? J'avais presque envie de dire la croyance de ma mère. Mais bon, je vais revenir à l'histoire de Paul. Là, c'est Paul, tes émotions. Tes émotions ne sont pas... Arrête avec tes émotions. Elles sont ridicules par rapport à ce qu'on puisse subir d'autres personnes, telles que moi. Tes émotions sont ridicules. Arrête de m'ennuyer avec. Est-ce que vous avez des questions, des demandes par rapport à ça? Alors, pourriez-vous m'expliquer le rôle de la mère? Merci, Cathy, c'est une très bonne question. Donc, en fait, en Gestalt, de manière un peu schématique, un peu noir et blanc, l'idée, c'est que la mère apporte l'amour universel à l'enfant. Ah, mais ça, on va le voir plus tard, c'est pour ça. Et le père apporte la confiance. Bien sûr, la mère apporte un peu de confiance, mais elle est là pour accueillir totalement son enfant en disant: je t'aime, quoi que tu fasses, je t'aime. Ça, c'est Winnicott avec la mère assez bonne qui dit ça, euh, et on va le voir un peu plus loin. Et le père, c'est mon chéri, j'ai confiance en toi, tu peux, ou ma chérie, j'ai confiance en toi, tu peux y arriver et je vais t'expliquer ce que j'attends de toi et comment bien le faire selon les règles sociales. Et en fait, c'est lui qui fixe le cadre. La mère apporte la liberté de l'amour et le père apporte le cadre de la confiance. Et ça, bien sûr, ça peut s'inverser dans les familles et la mère peut-être apporte bien sûr un peu de confiance et le père apporte bien sûr un peu d'amour. C'est pour plus de simplicité, de schématisation, de clarification, pour pouvoir plus facilement accepter ces préceptes. Donc, quel type de mère avez-vous? Alors, justement, nous avons vu la mère suffisamment bonne. Elle n'est pas parfaite. La mère suffisamment bonne, en fait, c'est une mère qui, 80% du temps, accueille et écoute pleinement son enfant, et 20% du temps, elle peut dire: zut, là je suis fatiguée, mon chéri, va dans ta chambre, maman a besoin de se reposer. Et quand maman a pris le temps de se reposer, elle va revoir son enfant et lui dire: maintenant c'est bon, j'ai le temps de t'écouter pleinement, qu'est-ce que tu voulais me dire? Ok, tu as fait ça. Oh là là, je vois que tu as vécu plein d'émotions. Et qu'est-ce que tu as envie de me dire plus? Et en fait, l'enfant, comme sa mère lui traduit ses émotions, là, ça doit être de la peur. Ah là, ça doit être de la joie. Ah là, ça doit être de la colère. Eh bien, sa mère lui sert de traducteur et pour identifier quelles sont les émotions qu'il vit. Et elle est vraiment en fait un miroir pour l'enfant. Et c'est ça qui aide l'enfant à se construire, parce que c'est elle qui accueille toutes ses émotions. S'il est en colère: mon chéri, je t'aime, et voilà, j'accueille ta colère. S'il est, il est dans la joie, s'il est dans les pleurs, elle accueille toutes ses émotions. Elle a le droit aussi de lui dire: là, excuse-moi, mon chéri, mais tu vois, je suis très occupé. Est-ce que tu peux me laisser 5 minutes? Et en fait, la mère sert de base de sécurisation émotionnelle. Vous voyez, en fait, si vous avez un jardin d'enfants à côté de chez vous, eh bien, vous verrez par exemple un enfant, il sera collé aux jambes de la mère
Et puis, mais il sera attiré par les autres enfants. Et puis, la mère va lui caresser la tête, lui dire: «Oui, mon chéri, tu as le droit d'y aller. T'inquiète pas, je suis là. Heu, si tu as besoin de moi, tu m'appelles, je viens te voir». Et donc, l'enfant, sachant que sa mère est là, sachant qu'il est en sécurité, il va aller vers les enfants. Et puis, si par malheur, entre guillemets, pas par malheur, mais par expérience, un autre enfant lui donne un coup de râteau, ou il est tout d'un coup, il est fatigué ou il est triste, eh bien, il va revenir dans les jambes de sa mère et il va pouvoir regagner sa sécurité et sa confiance, parce que sa mère va lui dire: «Ah, mais mon pauvre petit chéri, je comprends que tu sois triste d'avoir reçu ce coup de râteau, je comprends que ça t'ait fait mal, mais oui, c'est ça, viens, j'accueille tout cela, j'accueille ta douleur, je vais te faire un bisou magique». Et en fait, l'enfant, dès qu'il se sera senti écouté, eh bien presque, il va arrêter de pleurer comme si 50% de sa douleur aura disparu. Pourquoi? Parce que la douleur est aussi émotionnelle. «Ah, je me suis pas senti respecté par l'autre enfant qui m'a donné un coup de râteau. Je me suis senti rabaissé par cela». Et ma mère a reconstruit cet amour de moi-même en disant: «Mais mon petit chéri, je t'aime», ou «Ma petite chérie, je t'aime pleinement. C'est pas grave que tu aies reçu un coup de râteau. Je comprends que tu sois triste. Je comprends que tu aies été, tu as eu peur ou surpris et que tu sois déçu que cet enfant». Et en fait, c'est ça qui fait que, l'enfant a gagné en confiance en soi. Alors, Cyril, quand tu dis: «Donc dans le cas d'une mère qui n'a jamais accueilli les émotions, voire qui était moqueuse, l'enfant peut avoir tout verrouillé pour ne pas avoir été montré des émotions». Oui, tout à fait. C'est un cas presque, psychologique étudié dans, les bouquins, développementaux. Et en fait, l'enfant a enfermé toutes ses émotions et l'enfant est devenu totalement froid, voire on appelle ça qu'il est rentré dans un faux self. Ça veut dire qu'il répond aux attentes de sa mère ou de son père, mais ne s'écoute jamais puisqu'il aurait peur d'être moqué par sa mère. Et si quelqu'un se moque de ses émotions, eh bien peut-être que ça va créer chez lui beaucoup de colère ou beaucoup de violence, puisqu'il aura l'impression de revivre ce lien de moquerie qu'il a eu avec sa mère. Oui, Cathy, si l'enfant n'a pas eu cette sécurité émotionnelle, cela va poser un problème en grandissant, ou de la dépression ou autre. Oui, puisqu'il ne saura pas exprimer ses émotions. Et donc, une mère suffisamment bonne, ça va donner soit une personne sécure, soit une personne anxieuse. Parce que il est aligné avec son amour de lui, ou si la mère a manqué juste un petit soupçon de présence, eh bien, il sera peut-être anxieux. La mère pas assez, c'est la mère, en fait, qui ne sait pas recevoir les émotions. Elle va être présente physiquement, elle va nettoyer les chaussettes, nettoyer la chambre, faire à cuisiner, emmener son enfant à l'école, récupérer. Bref, ça va être une mère logistique, une mère qui fait tout ce qu'il faut, mais sans émotion, sans donner d'émotion à l'enfant. Et donc, l'enfant va avoir 2 polarités. Soit il va se mettre évitant en disant: «Ma mère ne me donne pas d'émotion, donc moi, j'en demande pas. Je sais que je n'ai rien à attendre de ma mère comme émotion, donc j'en demande pas, j'en ai pas besoin. Puisque ma mère ne m'en demande pas, j'en ai pas besoin». Et donc il va devenir évitant. Ou un enfant, heu, avec une mère passée, lui va dire: «Ah, il faut que je me colle au basque de ma mère parce que dès qu'elle donnera la moindre parcelle d'émotion, eh ben, je serai là pour la recevoir. Je serai là pour la goûter. Je serai là pour 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 pouvoir enfin recevoir un peu d'amour». Et donc soit il va essayer un maximum de montrer qu'il n'a pas besoin des émotions, soit il va tout faire pour en avoir en se collant un maximum à la mère. Et parfois, il va être ambivalent. Voilà. Donc c'est des mères, en fait, heu, où il y a peut-être tout à la maison, sauf qu'en fait, émotionnellement, elle est pas là. Un peu comme la mère de Paul qui dit:
Mais attends, je comprends pas, arrête avec ta tristesse, tu vois, le frigidaire est plein, tu as une chemise sur le dos, un jean propre, arrête avec ta tristesse, tu devrais pas être malheureux. Bim! Bah si, il a le droit d'être malheureux, parce que c'est pas une question de taille d'appartement, c'est pas une question de vie, c'est pas une question de compte en banque. C'est à un moment ou à un autre, heu, je vis, j'ai besoin d'exprimer de la tristesse parce que nos émotions sont fluctuantes et une mère pas assez eh bien, elle n'accueille pas ses émotions. Alors la mère de trop, c'est l'inverse. Mon petit chéri, mon petit lapin, elle en donne, en donne, en donne, en donne, en donne. Elle colle l'enfant à elle et elle n'arrive pas à s'en détacher. Elle lui met sa pâte dentifrice sur sa brosse à dents ou elle est à lui faire tout jusqu'à 25 ans un gâteau, par exemple, pour le week-end, pour qu'il en ait toute la semaine. Enfin, voilà. C'est une mère qui est mère poule, la mère qui a besoin de l'enfant pour se sentir vivre. Et donc, bah, en fait, ça va faire soit un enfant dépendant, parce qu'il a l'habitude de tellement recevoir une dose d'amour que il va, dès qu'il en reçoit moins, il va se sentir en manque. Et donc, il va demander énormément d'amour à ses partenaires, comme sa mère lui en a donné. Ou sinon, c'est les enfants qui disent stop, j'en peux plus de tout cet amour. En fait, ça m'envahit. Je suis étouffé. J'ai l'impression de vouloir tout faire selon l'amour de ma mère. Je ne veux pas d'amour. Et il va rejeter cet amour. Et bien sûr, il y a aussi les ambivalents. Et puis, il y a la mère d'abus. Alors, c'est la mère qui est violente. C'est la mère qui peut rejeter l'enfant, qui peut le taper, qui peut le rabaisser émotionnellement, qui vraiment, elle va casser l'image de l'enfant. Sauf que l'enfant, en fait, il a besoin naturellement de cet amour. Et donc, euh, euh, il va croire que c'est normal que sa mère agit comme cela avec lui. Que, en fait, toutes les mères, il va pas pouvoir réaliser que toutes les mères euh, sont différentes. Et parfois, quand il ira dans d'autres familles, il dira, tiens, c'est étonnant, c'est différent chez eux. Sauf que il ne pourra pas remettre en cause l'image de sa mère parce que justement, euh, il en a besoin pour vivre. Les enfants ont besoin de leur amour de leur mère pour vivre. Et donc, ça, on va en faire bien sûr des enfants désorganisés, voire un peu schizoïdes, ou sinon évitants ou dépendants. Parce que là aussi, ils vont dire, attends, ma mère m'a tellement fait mal que maintenant je refuse toute émotion, ou ma mère m'a fait tellement mal que j'ai envie qu'on me donne énormément. On doit répondre à mon besoin d'amour. Donc là, vous voyez qu'il y a 4 types de mères. Voilà. Donc, quelle mère avez-vous reconnue dans le passé, quand vous étiez enfant? Parce que la mère évolue, vous avez évolué, vous êtes devenu adulte, et ça a pu avoir des interactions différentes avec vos parents. Quand ils vieillissent, peut-être qu'ils se sont apaisés, peut-être qu'ils se sont renforcés. Est-ce que vous voulez que je reprécise certains sujets ou certains points? Euh, voilà. Hop. Alors, la mère d'abus, elle est violente avec l'enfant. Elle le maltraite. Il va avoir une tonalité que l'on ressent qui sera majoritaire. C'est-à-dire qu'elle sera majoritairement rabaissante, violente, aussi bien psychologiquement ou physiquement. Et en fait, ils vont devoir se protéger de l'image de la mère et donc ils vont bloquer et croire que comment leur mère réagit, c'est normal. Euh, et en fait, cet enfant-là, on est là pour lui montrer que non, ce n'est que ça. En fait, pour lui, c'était naturel puisque c'était son quotidien. Et là, le thérapeute sert en tant que bon père à dire non, ça, ce n'est pas le bon cadre, ça, ce n'est pas le bon amour, ça, ce n'est pas le bon point.
Alors, Françoise, quand vous dites à vous écouter, des souvenirs me reviennent, mais pas certaine que ce soit des vrais souvenirs ou des photos que j'ai vues de mon enfance. Comment faire la différence? Euh, En fait, ce qui est important, c'est ce qui réapparaît émotionnellement de vous. Et comme vous m'avez dit que vous avez fait un blackout, euh, ça serait vraiment important pour vous d'aller avoir une écoute soutenante pour que justement vous puissiez déployer doucement, avec sécurité, en confiance, ces souvenirs, ces émotions qui ont été enfermées très profondément. Donc, euh, parce que les photos, en fait, ce sont des images symboliques auxquelles vous avez associé des émotions et des valeurs. Et moi, il y a un client qui m'a raconté, après qu'il ait parlé de ça à sa mère, eh bien, il y avait une photo de lui et son frère, ils regardaient le sable et disaient «Ah, tu te souviens, maman, de ce voyage? Qu'est-ce qu'on s'était ennuyé, mais on s'engueulait tout le temps, alors qu'on allait aux États-Unis et que ça devait être super sympa. Eh ben, c'était le pire voyage que j'ai passé avec vous.» Et elle me dit «Oui, c'est vrai.» Et en fait, la photo, on voit juste deux enfants en haut d'une butte de sable qui regardent ailleurs, qui ne regardent pas le photographe. Eh bien, cette photo a permis à ce client de se rappeler émotionnellement que il y avait un conflit larvé, violent, plein d'émotions au sein de sa famille et que c'était vraiment pas agréable d'être ensemble. Alors, Julia, l'enfant va être dans quelle polarité avec la mère d'abus? Il va être évitant, parce que sa mère a été tellement violente qu'avec lui, qu'il se sera coupé de ses émotions, ou dépendant, maman, tu me donnes pas assez d'amour, j'en ai encore plus besoin d'amour, ou désorganisé. Voilà, c'est vraiment, en fait, et ça, vous savez, c'est comme il y a euh, c'est vraiment spécifique. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. L'enfant évitant, c'est sa manière qu'il a eu de se protéger. L'enfant dépendant, c'est sa manière qu'il a eu de créer du lien avec sa mère et d'essayer de créer du lien avec sa mère. Enfin, prendre conscience de ça, c'est l'accueillir avec bienveillance parce que c'était la seule manière pour cet enfant à ce moment-là que vous étiez, mais d'agir comme ça. C'était un enfant. Il ne connaissait pas le monde, il ne savait pas qu'il y avait d'autres alternatives. Il n'a pu que s'adapter à cette situation. Donc, quel enfant étiez-vous? Et pour vous, quelle mère aviez-vous? Oups, là. Alors, Sonia, merci pour ta question. Comment le comportement peut changer et est-ce qu'il peut changer? Oui, il peut changer. Doucement, petit à petit, parce que pour certains, enfin, quand on a 25, 30 ans, 50 ans, ça veut dire qu'il y a eu 15 ans, 20 ans, voire 40 ans d'habitudes qui se sont installées chez la personne. Et donc, petit à petit, on va, pas après pas, situation après situation, euh, montrer le système, accepter, l'accueillir, écouter l'émotion de l'enfant intérieur pour s'en libérer. Et petit à petit, en fait, en écoutant chaque fois ces émotions profondes, eh bien, la personne va petit à petit transformer. Et moi, la phrase préférée de mes clients, c'est quand ils me disent « Oh, Louis, encore cette situation-là, encore cette...» Et je lui dis « C'est génial parce que premier point, tu as pris conscience de ça. Deuxième point, tu le réalises sur des niveaux différents de conscience. Et maintenant, tu es de plus en plus rapide à détecter une mauvaise habitude qui t'apparaît. Tu es de plus en plus rapide de prendre conscience et de changer ton attitude dans la situation. Et souvent, mes clients, ils disent «Ah, oui, tu ne peux pas savoir, il s'est passé ça, mais j'ai réagi trop tard.» Puis,
2 mois plus tard, il me raconte une histoire, il me dit: «Et j'ai réagi au moment de la situation». Et 2 mois plus tard, il me dit: «Louis, je sentais que la situation allait se passer et j'ai décidé de faire autrement». Et en fait, petit à petit, ils ont pris conscience avant. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Sonia? Alors, Cyril, face à une mère d'abus, est-ce que l'enfant peut avoir été chercher ce qui lui manquait chez sa grand-mère? Est-ce que le rapport mère-enfant reste prédominant? Merci pour cette question. Alors, oui, tout à fait. Si l'enfant trouve euh, une image suppléante de mère, par exemple la grand-mère ou une tante, ou par exemple, si les parents ont divorcé, la nouvelle partenaire du père, eh bien oui, l'enfant peut avoir rééquilibré et rempli ses besoins d'amour par une autre personne qui l'a aidé à s'accueillir et à écouter ses émotions. Donc, la mère symbolique peut aller être dans une grand-mère, dans une tante, dans un bon prof, dans une bonne professeure. C'est, vous savez, c'est souvent quand on regarde les interviews d'artistes, il y a une personne qui vous dit, enfin, qui dit, cet artiste dit là, mais c'est en troisième, il y a un professeur qui m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, tu sais, toi, tu es une belle personne. Je le vois et je vois que tu fais beaucoup de choses parce parce que tu veux bien faire les choses. Et cet enfant, rien que cette minute, rien que cette phrase-là, l'a marqué à vie et lui a dit, si cette personne-là croit en moi, je peux faire ce que je veux et deviens artiste. Alors, Karima, une mère pas assez qui me donnait pas d'émotion, entre-t-elle dans la catégorie anxieuse évitante? Oui, elle peut être évitante, voire désorganisée. Julia, la question est bien, quel enfant étiez-vous? Parce que je réalise que si j'étais anxieux, je serais aujourd'hui plus évitante. Euh, c'est ça, tout à fait. C'est quel est l'enfant qu'on était à ce moment-là. Et petit à petit, l'anxiété s'agrandit. Vers quelle anxiété dépendant, ambivalent ou évitant la personnalité de l'enfant est glissée. Merci pour ta question. Sonia, je comprends. C'est de la pratique au quotidien et de la bienveillance pour soi. Merci beaucoup, c'est clair pour moi. Très bien. C'est vraiment accueillir avec bienveillance ces émotions qui sont celles des enfants. Vous savez, il y a deux types d'émotions d'amour, de peur. Il y a les émotions conditionnées qui sont, tiens, il s'est passé ça dans la relation, j'ai telle émotion, et parfois rien ne se passe, tout est tranquille, vous êtes tranquillement installé sur votre canapé ou en train de marcher dans la rue, et tout d'un coup, votre cerveau vous envoie un stress, une peur ou une image négative ou quelque chose qui vous traverse l'esprit. Et vous dites, mais bon Dieu, j'étais en train de marcher dans la rue. Bon Dieu, je suis assis sur mon canapé et mon cerveau, dans cet espace de vide, dans cet espace de calme, eh bien, il m'envoie une émotion de peur, de stress, de colère. Eh bien, souvent ça, c'est que c'est vraiment, ça montre quand ça apparaît spontanément, ça montre que le cerveau était conditionné à vivre cette émotion et comme il a tellement pas l'habitude du vide, du calme, de l'apaisement comme pourrait vivre une personne sécure, eh bien, il va envoyer à la personne un message de stress, un message de peur, un message de panique ou de colère ou d'anxiété parce qu'il lui dit: hey, c'est mon habitude d'être stressé, d'être anxieux, d'être peureux, d'être en colère. Donc, dans le vide, je te renvoie un petit truc qui va te relancer cet mécanisme émotionnel. Voilà. Donc, vraiment, s'il y a quelque chose qui apparaît, eh bien, écoutez cette émotion pour voir quelle est-elle. Tous les éléments sont là, car nous sommes animaux.
nous sommes un conditionnement du père et de la mère que nous reproduisons maintenant dans notre quotidien. Et heureusement, il y a des solutions que nous allons pouvoir voir maintenant. La thérapie aide à faire ça parce que justement, on va prendre le temps d'écouter ces émotions, de voir le mécanisme et de s'en libérer. Donc, c'est une discussion avec un professionnel qui nous fait revenir à nous-mêmes et qui nous permet de reconstruire le souvenir de l'émotion créée dans le contact et s'en libérer. Le contact avec le professionnel, parce que c'est le professionnel qui va vous aider à cheminer au fond de vous pour aller écouter cette émotion et aller l'en libérer et faire ça. Alors, comment peut-on se libérer de notre mécanisme d'autoconditionnement? Une solution. Déjà, en fait, c'est de se libérer de ce lien à la mère. Et ce que je vous propose, c'est de voir par rapport à ce qu'on a travaillé ensemble entre le présent et le passé, voir déjà si ça coïncide, si c'est similaire. Si ça ne l'est pas, bah, tant mieux ou tant pis. Voir pourquoi, voir comment. Et en fait, euh, faire cet exercice avec les deux exercices, là, ce troisième exercice avec les deux à côté. Maman, avec toi, j'ai eu tout cela. Maman, avec toi, j'ai eu ce manque-là. Je te remercie de m'avoir fait vivre ça, d'avoir vécu ces moments-là. Je t'accepte tel que tu es, je me libère. Voilà. Ça, c'est la lettre à la mère. Vous pouvez écrire, vous écrivez cette lettre et vous le dites à haute voix. Ou sinon, vous prenez deux chaises vides, l'une en face de l'autre, et vous asseyez dans une chaise et dans l'autre, vous vous imaginez que votre mère est là. Et l'exercice se passe en trois parties. D'abord, maman, ce qui était bon avec toi. Et là, vous faites la liste de tout ce qui était bon avec elle. Puis, vous pouvez prendre le temps que vous voulez. Puis, maman, ce qui est manqué avec toi, c'est. Et là, vous marquez, vous dites tout ce qui vous a manqué avec elle. Et après, maman, ce qui a été trop avec toi, c'est. Et là, vous dites tout ce que vous avez envie de lui dire. L'important est de dire les mots. Pourquoi? Parce que en fait, neurologiquement, ça va dire ces paroles va permettre de déposer à travers les paroles les émotions, les tensions, les besoins, et en fait, de vivre pour votre cerveau cette discussion que vous n'avez jamais réussi à avoir en tant qu'enfant. Et tout d'un coup, même si elle n'est pas là, pour votre cerveau qui est enfermé dans sa boîte crânienne, qu'elle soit là ou pas là, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous ayez le temps et la liberté et l'espace de dire cela. Et en fait, à les formuler, à les faire agir pour vous, à les accepter, oraliser cela permet de les accepter, de les concrétiser. Moi, il y a de mes clients, quand je leur dis, mais votre mère, quand elle fait ça, c'était méchant. Et tout d'un coup, ah bon? Parce que maintenant, vous me dites, comme c'est vous qui me dites ce que je viens de dire, bah, ah oui, je réalise que c'était méchant. Alors, Cyril, une question me vient. Est-ce qu'une sœur malade dont il faut s'occuper participe à ce tableau? Je veux dire femme, mère, sœur, un peu comme la grand-mère de tout à l'heure. Oui, bien sûr que là, nous avons pris la solution, enfin, le lien simple de la mère à l'enfant. Bien sûr qu'il y a aussi le père à rajouter comme facteur. Il y a aussi les frères et sœurs. Il y a aussi l'environnement de la famille, les grands-parents. Il y a aussi l'environnement social. Il y a aussi l'environnement éducationnel. Il y a aussi l'environnement de l'école. Il y a aussi l'environnement socio-économique. Si nous sommes en crise et qu'il manque de l'argent,
c'est plus compliqué pour la famille. Si c'est un moment d'abondance économique, c'est plus facile pour la famille. Donc oui, bien sûr que Cyril, il y a beaucoup plus de facteurs que ça. Là, nous étudions juste la mère à l'enfant pour pouvoir simplifier et voir spécifiquement ce qui s'est passé dans ce cas-là. Après, on peut reprendre chacun des détails. Donc, ce que je vous propose vraiment, c'est de prendre ces exercices et de les faire quand vous voulez, dans un moment de calme, face à vous-même et dire ça. Vous voyez, quand j'ai fait cet exercice-là, j'y croyais pas. Parce que c'était un de mes premiers exercices de développement personnel que j'ai fait dans ma formation. Et en fait, j'ai pleuré comme un bébé. Je te libère de ce passé. Alors, je t'accepte tel que tu es. J'accepte ce que tu as fait. Je te libère de ce lien, de ce passé, de cette violence, de ce que j'ai vécu avec toi. Pour certaines personnes, ça peut être extrêmement violent parce qu'ils sont encore dans une démarche de colère, de rejet, de refus de ce qui s'est passé avec la mère. Et c'est normal. Et c'est aussi bon d'être en colère et d'être parfois en énervement et en tristesse face à la mère. C'est juste des exercices psychologiques qui aident. Alors, Elodie, merci pour ta question. Bonjour Louis, quand on accueille des émotions négatives qui reviennent comme un boomerang, ne renforce-t-on pas les circuits neuronaux au risque d'huiler l'engrenage des ruminations? Alors, tout dépend comment on les accueille. Soit on en est dans la réaction, en fait, et qu'on est qu'on fait ça inconsciemment, eh bien là, on renforce le circuit neuronal. Si on l'accueille pleinement, si on est en pleine conscience, là, on les libère. La nuance, c'est que l'un est victime de ces émotions négatives qui lui reviennent en boomerang, l'autre les accueille pleinement et en confiance et en sécurisation. Et c'est vrai que c'est une bonne question à se poser. Et c'est pour ça que tu vois que on travaille aussi le bon, on travaille aussi qu'est-ce qui est bien. Et c'est là l'important d'avoir un thérapeute ou de l'écrire et les déposer sur le papier parce que en fait, on ne les garde pas là-dedans. On fait le geste des créateurs de les donner, de les déposer au thérapeute ou sur une feuille de papier. La feuille de papier sert de thérapeute. Et en fait, les ruminations, justement, c'est quand ça reste dans le crâne. C'est qu'on n'en fait pas quelque chose de concret qui s'extériorise de nous. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Elodie? Alors, ça, c'était pour le lien à sa mère. Pour développer son amour de soi, se reconditionner. Donc, les actions quotidiennes, par exemple, se dire « je suis une belle personne une fois minimum par jour ». Vous mettez sur votre téléphone, par exemple, à 8h30, 9h le matin ou à 18h, et quand l'alerte apparaît, vous dites « je suis une belle personne et je m'aime parce que j'ai bien fait ça dans la journée. Je suis une belle personne parce que euh, j'aime, par exemple, ma main, elle est tellement jolie à faire de si beaux trucs. » Ou je suis une belle personne parce que regarde, c'est génial. Je parle avec un ton apaisé pendant mon atelier. Je suis tellement content d'avoir cette voix qui accueille l'autre. Après, vous voyez, concrétiser, oraliser une fois par jour pour que l'ancienne habitude où vous aviez la croyance négative et petit à petit mettre de la croyance positive.
Tant mieux, Françoise, que je t'ai fait rire. Écrire un compliment sur soi par jour. Donc, après l'oral, l'écrit, le main, mettre le corps. Et donc là, c'est prendre un petit carnet et s'écrire un compliment par jour. Et quand vous avez des moments de doute, eh bien, vous relisez tous ces compliments. Comme ça vous donne la preuve que vous êtes une belle personne. Parce que c'est vous qui avez écrit ces compliments et je suis une belle personne parce que j'ai choisi avec intelligence et ces lunettes me vont bien et donc je suis une belle personne parce que j'ai bon goût par rapport à moi. Et les autres, j'ai bon goût par rapport à moi parce que je suis content de porter ces lunettes, je m'aime. Se prendre une photo en photo une fois par jour et avec une photo qui me valorise parce que ça permet de se réapproprier son image de soi. Voilà. Action améliorative, se faire un challenge personnel, théâtre d'improvisation, Toastmaster, tout ça, vous voyez, c'est des exercices pour exprimer ses émotions, exprimer sa pensée face aux autres et que celle-ci soit accueillie totalement. Ou sinon, faire un test MBTI, un bilan de compétences pour voir ses qualités et pour quelqu'un d'autre dise «Ah, mais c'est fou tout ce que tu peux faire, c'est fou toutes ces qualités, c'est fou. Tu te rends compte, tu as déjà fait tout ça». En fait, faire un bilan de compétences vous permettra de revenir sur tout ce que vous avez fait de votre vie et de prendre conscience que vous êtes une belle personne parce que grâce à ça, vous avez pu faire tout ça et que ça a montré que vous avez des qualités et que grâce à ces qualités, vous allez pouvoir faire encore autre chose. Se faire coacher. Donc ça, tout ça, ce sont des actions amélioratives. Après, les actions transformationnelles, c'est aller en thérapie. Parce que un coach, un test à métier ou un challenge, c'est des exercices. Aller en thérapie, c'est avoir une personne qui vous aide à vous écouter et à revenir à vous, à revenir à vos émotions euh, et à aller justement doucement et avec sécurité, aller écouter cet enfant intérieur qui a été abîmé par cette relation à la mère. Toastmaster, qu'est-ce que c'est? Alors, Toastmaster est une association internationale qui vous entraîne à faire des discours face à un public, qui vous donne les best practices, qui pose votre voix, qui vous a les bons trucs pour faire un bon discours, qui vous apprend à vous positionner face aux autres. Et donc, en fait, ça vous entraînera déjà à voir que vous réussissez, voir que vous progressez et que les autres vous regardent avec euh, quelque chose d'estime envers vous. Ah, t'as vu, il a essayé, t'as vu, il a osé, t'as vu, ah, cette fois-ci, il a progressé, t'as vu, celui-là, il était drôle. Voilà. Donc, vous tapez sur Google Toastmaster. Pourquoi un toast? Vous savez, c'est quand on prend, c'est pas le toast, le pain grillé, c'est la coupe de champagne au mariage ou au dîner d'amis ou euh, à une réunion d'équipe. Vous levez votre verre en disant je vais vous dire un mot. Voilà. Alors, Leïla, bonsoir. Est-ce que se répéter qu'on est une belle personne ne met pas une forme de pression du genre sois parfait, nous avons tous part d'ombre aussi. Je suis en fait, je suis une belle personne, c'est le côté quoi qu'il arrive, je suis une personne. Alors que, c'est-à-dire que en ce moment, j'ai une haleine de chacal. Je me suis pas brossé les dents ce matin, j'ai les cheveux en brosse, il est 10 heures, je suis dans mon pyjama pilou-pilou, devant la télé, à manger des chips. Ouais, eh bien, si quelqu'un rentrait, il se dirait vraiment qu'il aurait besoin de prendre une douche et vite, vite, vite de se remettre dans sa vie. Eh bien, non, je suis une belle personne parce que je prends le temps de me reposer, je prends le temps de me faire plaisir et que si lui a envie de me juger, c'est son problème. Moi, je suis une belle personne, quoi qu'il arrive. Et là, je suis une belle personne pour moi parce que j'ai pris le temps
de me reposer. Ce matin, j'étais fatigué. Je prends le temps de revenir à moi. Je prends le temps de faire ça. Et si je suis en retard, ben, c'est pas grave. Alors que le soi parfait, là, j'entends plus une croyance introjectée. Soit c'est pas je suis, c'est agir. Parfait, qu'est-ce que la perfection? Comment? Pourquoi? Alors que je suis une belle personne, ben moi, j'ai la bonne taille, j'ai le bon poids pour ce que j'ai besoin de faire en ce moment. Voilà. Vous voyez, par exemple, d'habitude, comme je suis euh, dyslexique, j'oublie toujours une coquille. Eh bien, ok, il y a peut-être des fautes, mais ok, je suis dyslexique. Et pourtant, ça fait de moi une belle personne parce que ça me fait progresser, j'avance, j'adore ce que je fais. Et les fautes, c'est pas vraiment important. C'est pas le cœur du sujet. Moi, mon cœur de sujet, c'est de faire découvrir aux autres ce que c'est que la thérapie, ce que c'est que le lien à la mère, ce que c'est que le lien à l'amour et l'amour de soi. Et oui, je ne suis pas parfait. Et c'est très bien. Et je m'accepte tel que je suis. Un bon livre pratique, si vous voulez, avec un super exercice développemental à l'intérieur, c'est Mères qui ne savent pas aimer de Suzanne Forward. Pour moi, il, il est très bien, il est très clair et vous avez un exercice thérapeutique à l'intérieur qui est génial. Alors, Leïla, pour le plaisir de la... Tu dis, merci pour moi, se faire coacher engage aussi une action transformationnelle. Je suis coach. Oui, bien sûr, ça transforme. C'est juste que le coach va plus s'appliquer une méthode, alors que le thérapeute va laisser le client cheminer en lui-même sans avoir besoin de passer par différentes étapes. Et en même temps, il va l'emmener tranquillement vers lui-même. La différence entre le coach et le thérapeute, c'est que le coach fait vivre une méthode, le thérapeute laisse la personne se découvrir et en même temps l'aider à aller dans les coins sombres, difficiles et compliqués qu'il aurait du mal à aller seul. Donc c'est là, c'est subtil pour certains, mais ça fait une vraie différence. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté d'être coach et que je me positionne en tant que thérapeute, parce que le coach, il y a toujours la pression du résultat, de l'exigence, de la méthode, de l'enchaînement, d'aller entre guillemets vite, alors que le thérapeute, c'est laisser le temps à la personne tout en la faisant agir vers elle-même. Mais bon, c'est vraiment un débat de mots de vocabulaire. Parce que des coachs sont parfois thérapeutes et des thérapeutes appliquent parfois des méthodes de coach. Donc, tout est noir et blanc, tout est yin et yang. Le prochain atelier sera C'est la rentrée. Où en êtes-vous dans vos actions face aux 5 sujets de la vie? Je vous proposerai une méthode sur les 5 sujets de la vie pour que septembre, enfin l'année euh, suivante, vous soyez près de vos projets, de vos envies, de vos désirs. Voilà. Ça m'a fait plaisir, ça collait au thème. Allez, let's go. Voilà. Merci pour votre intérêt. Bonne soirée et bonne réflexion. Je reste à votre disposition avec mon numéro de téléphone pour venir en thérapie dans mon cabinet ou sur Zoom.